Je suis très heureuse de vous accueillir. Mon nom est Julie Mercier. Moi, je suis coordonnatrice des activités au Centre Action Génération. Et avant de commencer cette conférence ce matin, je vais souffler là. J'ai des petites annonces à vous faire, dont, entre autres, j'aimerais vous inviter à la prochaine conférence qui va avoir lieu le 17 avril. Je vais parler plus fort. La prochaine conférence va avoir lieu le 17 avril et le sujet, ça va être très intéressant. À chaque année, on me demande une conférence sur l'histoire. Eh bien, cette année, ça va être les ponts couverts de l'Outaouais, les derniers toits de nos rivières. Et c'est avec un conférencier hors pair, M. Michel Prévost, qui est le président de la Société d'histoire de l'Outaouais. Habituellement, on collabore avec la Société d'histoire de Buckingham, mais ils avaient beaucoup de projets cette année. Donc, c'est une nouvelle collaboration, ça va être bien intéressant. 17 avril à 10 h ici. Également, comme prochaine activité, le prochain atelier de bricolage, ça va être de la fabrication de bijoux avec Mme Danielle Charbonneau et Bérénice Boucher. Et ça va avoir lieu mardi prochain à 9 h 30 au Centre Action Génération des aînés. Et il reste encore 5 places. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai la liste d'inscription, vous pourrez me donner vos noms. Et ça serait le fun d'avoir des messieurs. J'en ai jamais eu pour les bijoux, j'aimerais ça. Également, le prochain atelier santé, c'est sur la nutrition et on va parler des étiquettes alimentaires. Comment comprendre les étiquettes alimentaires, comment ça se lit, et ça va avoir lieu le 9 avril à 9 h 30. Il me reste 2 ou 3 places. Et c'est en collaboration avec le C3S Papineau et Mme Véronique Ouellette-Saint-Denis, qui est diététiste nutritionniste. Maintenant, je vais y aller avec mes petits merci habituels. Merci à mes bénévoles, mesdames bénévoles du Centre du Sourire qui m'aident à préparer tout ça le matin. Merci, mesdames, Sylvie Hamelin, Gisèle Allaire, Mme Agathe Fecteau et Lise Lorrain, que je ne vois pas, mais Lise Lorrain également. Oui, merci beaucoup, mesdames. Merci également aux médias, la télévision communautaire qui vient filmer les conférences, c'est bien apprécié. Ça permet à beaucoup plus de gens d'avoir accès aux conférences. Et merci aussi à nos bailleurs de fonds, l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais, la Ville de Gatineau et Centraide. Maintenant, on va passer là, vraiment à la conférence avec Maître Diane Bertel qui accepte de collaborer pour les conférences. Elle vient ici bénévolement, donc merci beaucoup. Et nous allons parler aujourd'hui de quoi faire lors du décès d'un proche. Alors, je vous souhaite une belle conférence, tout le monde. Merci, Maître Bertel. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici pour vous parler un peu, là, de vous éclairer si vous avez des préoccupations dans ce qui arrive quand quelqu'un décède. C'est certain que quand il y a la mort de quelqu'un, d'un proche, c'est toujours très difficile pour la famille, pour les amis. Puis c'est un moment où c'est quand même rassembleur aussi. Les gens se rencontrent, se souhaitent les sympathies. Toutes ces choses-là, ça fait partie de la dynamique sociale du décès. Puis c'est après que la personne, il y a eu... Moi, je ne parlerai pas des arrangements funéraires, les choix que vous faites de salon, incinération, ces choses-là. Je vais parler plus de ce que c'est qu'il y a à faire une fois que la personne est décédée, puis soit incinérée, enterrée, inhumée. Ça, vraiment, ça peut varier selon le choix de la famille. C'est la première chose qu'on fait. Moi, je vous parle en tant que notaire. La première chose qui est importante de faire, c'est de rencontrer la famille, puis pour déterminer si la personne qui est décédée avait ou non un testament. S'il y a un testament, il faut le trouver. On dit, oui, mon oncle avait toujours dit que son testament était dans tel coffre à telle place. On essaie de le trouver, on ne le trouve pas. Donc là, si on ne trouve pas le papier, le document physique, soit le testament qui aurait été fait par la personne elle-même ou bien devant un notaire, là, le notaire ou la famille peut faire une recherche au registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec. Le registre existe depuis 1961, depuis le 1er juillet. Depuis ce temps-là, tous les notaires du Québec qui reçoivent un testament doivent, à chaque 15 jours, envoyer un rapport pour informer le registre de l'existence du testament. Le testament, il ne devient pas public, il ne devient pas à la portée de tout le monde, c'est son existence seulement qui est inscrite au registre des testaments. On fait la demande, moi comme notaire, je la fais en ligne, c'est une demande qui se fait quand même assez rapidement. Dépendamment quand la personne décède, on peut avoir notre réponse assez vite. C'est que
je fais mon rapport de testament pour le premier 15 jours du mois, dans les 5 jours qui suivent. Comme ça, j'ai jusqu'au 20 du mois pour faire mon rapport des testaments que j'aurais reçus dans les premiers 15 jours. Ensuite, j'ai 5 jours après la fin du mois pour envoyer les testaments que j'aurais reçus dans la deuxième moitié du mois. Si la personne décède le premier du mois, on peut pas avoir notre réponse ou avoir la réponse pour notre dernier testament parce qu'avant le 25. Le 20 ou le 24-25, parce que si la personne, le matin de son décès, a fait un testament, bien, le notaire doit en envoyer son rapport, mais il va l'envoyer seulement après le 15 du mois. Donc, ça peut retarder un petit peu l'obtention de la réponse, mais c'est quand même très rapide. Déjà, ça prenait 2 à 3 mois à avoir une réponse. Tout se faisait papier. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. On a quand même nos réponses assez rapidement. Une fois que la demande est envoyée, là, on va recevoir la réponse. On la reçoit en ligne aussi, puis ensuite, on reçoit le certificat authentifiant l'existence ou non du testament. Le registre des testaments de la Chambre des notaires gère aussi le registre des testaments des avocats du barreau du Québec. Les avocats, à un moment donné, ont décidé qu'ils voulaient faire eux aussi un registre des testaments. Ils l'ont mis en place, je ne me souviens pas exactement en quelle année, mais au Québec, les gens, s'ils sont pour consulter un professionnel du droit, c'est rare qu'ils vont aller voir un avocat. Comme ça, souvent, quand on reçoit notre recherche testamentaire, on reçoit la recherche de la Chambre des notaires et du barreau. Puis dans les recherches du barreau, c'est toujours aucune inscription. C'est à 99,999% des chances qu'un testament devant avocat, c'est très, très rare. On reçoit notre réponse. Si la personne décédée avait fait un testament après 1961, on va avoir le nom du notaire, puis l'adresse du notaire, puis on sait que le testament existe. Là, on peut en obtenir copie du notaire qui l'a fait ce testament-là. Si le rapport testamentaire nous dit aucun testament, aucune inscription, soit que la personne a fait son testament avant 1961 devant un notaire, mais qui ne serait pas sur le registre des testaments, ou qu'il y a un testament ailleurs, ou qu'il n'y en a pas. C'est ça qui est important de savoir, c'est vraiment lequel, s'il y a un testament, il faut fouiller, il faut faire le tour des choses de la personne. Si la personne est moindrement bien organisée, des fois, elle a un petit coffre avec ses choses, où c'est vraiment bien situé, facile d'accès, on peut retrouver ces documents-là. Mais il y en a des gens qui sont moins bien organisés. Peut-être qu'il y en a un testament qui s'est faufilé à quelque part, là, en dessous des bas, dans un tiroir, puis il faut le trouver. En fait, les testaments qui ne sont pas devant notaire, si on n'a pas l'original, on est foutu. Si on a une photocopie d'un testament qui aurait été fait à la main par une personne, c'est pas acceptable, ce n'est pas un testament acceptable devant les tribunaux. Comme ça, la personne, si elle a fait un testament devant un notaire, il y a sa force probante, il faut seulement avoir la confirmation que c'est bien le dernier testament. Si c'est un testament qui a été fait à la main, ou devant témoin. Des fois, c'est un formulaire qu'on peut avoir en librairie où on peut compléter des espaces, puis après ça, signer avec 2 témoins. Ces 2 testaments-là, ces 2 formes de testaments-là sont acceptées par le Code civil, mais ils demandent une procédure de vérification, d'homologation qu'on appelle. C'est parce que le testament qui était fait à la main par une personne, il faut le soumettre au tribunal, puis demander au juge de l'authentifier, si on veut. Le testament devant notaire, il est authentique automatiquement. Mais les testaments holographes faits à la main ou devant témoin, il faut qu'ils soient homologués. Ça retarde le règlement de la succession. On ne peut pas se promener avec un testament fait à la main, aller à la banque ou faire des transferts de propriété de véhicules automobiles si on n'a pas une copie qui vient du tribunal. C'est une procédure que les notaires font. On appelle ça des procédures non contentieuses. C'est non contesté. On prépare la requête au tribunal, on le soumet au juge. Le juge, lui, ensuite va dire oui, c'est testament authentique de telle personne qui est décédée. Pour un testament holographe, souvent, on va demander aux proches ou quelqu'un qui connaît l'écriture de la personne de nous signer un affidavit qui dit oui, c'est bien telle personne qui a fait ce testament-là. Ou, si c'est un testament devant témoin, on va avoir l'affidavit d'un des témoins qui va dire « Oui, j'étais présent quand telle personne a signé son testament. » Donc, cette procédure-là peut durer de 1 mois et demi à 2 mois. On ne peut rien faire si ce ne sont pas des testaments devant notaire. Présumant que c'est un testament devant notaire, bien là, on commence à régler la succession. Là, l'important à considérer, c'est aussi dans le testament, il y a plusieurs facteurs qu'il faut comprendre, qu'il y a des testaments qui datent de certaines années où les habitudes des notaires, où la coutume n'était pas aussi peut-être élaborée qu'aujourd'hui.
Mais je vais vous parler d'un testament qui a été fait, disons, assez récemment, là, pour vous donner une meilleure idée de ce que c'est qu'il faut faire. Le Code civil exige qu'il y ait un inventaire qui soit fait des biens de la personne qui est décédée. Souvent, le testament va exiger qu'il y ait un inventaire qui soit fait. Le but de l'inventaire, c'est d'être certain. Le but, ce que c'est que le Code civil vise, c'est que les dettes de la succession soient payées avant que l'argent soit remis aux héritiers. C'est très, très important. Le Code se préoccupe beaucoup des créanciers. C'est certain que l'inventaire, ce que c'est qui compose l'inventaire, ce sont les biens mobiliers et immobiliers. Quand je dis mobilier, ça veut dire c'est l'argent en banque, les véhicules automobiles, les placements, tous les meubles meublants, si on veut. Puis, ce que c'est qui est immobilier, bien, ce sont les propriétés. Donc, il faut faire l'inventaire de ces biens-là et l'inventaire des dettes. Parmi les dettes, souvent, il peut y avoir une hypothèque, il peut y avoir des cartes de crédit, il peut y avoir des prêts personnels. Une fois qu'on a complété notre inventaire, on voit si, oui, je vais l'accepter, la succession, ou non. Je crains qu'elle soit dans le rouge, si on veut, puis que ce soit une succession à laquelle on devrait renoncer. Là, si l'inventaire n'est pas fait, puis la personne accepte la succession, puis à un moment donné, il y a une dette qui, par la porte d'en arrière, nous arrive, qu'on ne connaissait pas, la succession, la personne qui a hérité ou les personnes qui ont hérité vont devoir payer même cette dette-là, même si ça dépasse le montant qu'ils ont reçu de la succession. Donc, c'est très important de faire l'inventaire pour savoir dans quoi on s'embarque. Vous avez peut-être vu dans le bulletin ou les journaux locaux, des fois, un petit carré, c'est pas gros, là, parce que ça coûte quand même assez cher, les publications, avis de clôture d'inventaire. Ça veut dire qu'il y a un inventaire qui a été fait, puis qu'il peut être consulté, souvent c'est au bureau du notaire. Le but, c'est de permettre à une personne à qui de l'argent est dû de se manifester, de demander, de voir si sa dette, elle existe dans l'inventaire de la succession. Comme ça, en faisant ça, là, ça vient protéger non seulement les héritiers, mais aussi le liquidateur de la succession qui a fait sa job. Puis là, si jamais cette personne-là ne se manifeste pas, ou arrive plusieurs années par après, là, les héritiers n'ont pas à remettre plus que ce que c'est qu'ils ont reçu dans la succession. On ne veut pas se ramasser avec des dettes inconnues pour lesquelles on va devoir rembourser parce qu'on n'a peut-être pas fait l'inventaire. Dans plusieurs cas, l'inventaire n'est pas toujours fait parce qu'on sait que c'est solvable. On sait que la succession est manifestement solvable, puis on peut renoncer à faire l'inventaire. Mais qui renonce, ce sont les héritiers. Parce que c'est eux autres qui vont être responsables de payer s'il y a une dette qui nous arrive plus tard, qui vont être obligés de la payer, cette dette-là. Mais si tout le monde sait que oui, mon père avait sa maison, il avait ses argents en banque, il n'y avait pas de carte Visa, il n'y avait pas de dette, sauf peut-être ses frais funéraires, des petites dettes comme Hydro et Bell, et ainsi de suite. On est certains, on est au courant des affaires de la famille. Donc là, les gens vont souvent dire, on ne le fera pas l'inventaire. Comme ça, le notaire, là, est exonéré de la responsabilité de faire l'inventaire, sachant, en informant quand même les gens des dangers. Donc, une fois que l'inventaire est fait et publié, là, la famille décide s'il accepte ou non la succession. Des fois, il n'y a même pas d'inventaire de fait. Moi, j'ai souvent fait des renonciations à des successions par des héritiers qui disent « Moi, je sais qu'il y avait plus de dettes, ça n'arrête pas de rentrer. Le courrier, c'est juste des factures puis des derniers avis. » Donc là, souvent, l'inventaire n'est pas fait parce que c'est certain que la succession est insolvable puis la famille ne veut pas être responsable de payer les dettes. Comme ça, on fait cette renonciation-là, pure et simple. Puis à ce moment-là, qui est responsable des biens ou des dettes? Bien, c'est le gouvernement. On vient de se laver les mains. Une fois qu'on a fait l'inventaire, qu'on a publié l'inventaire, ou qu'on a eu l'autorisation de la famille de ne pas faire l'inventaire, à ce moment-là, on commence à régler la succession. Là, ce que c'est qu'il y a à faire, oui, il faut aussi que je mentionne, les assurances-vie. Les assurances-vie qui ont un bénéficiaire désigné. Ma police d'assurance, c'est à moi, j'ai nommé telle personne qui va hériter et qui va recevoir le produit de l'assurance, ça ne passe pas par la succession. Ça s'en va directement à cette personne-là. Donc, des fois, il y a des assurances-vie où le bénéficiaire est décédé. Là, ça va passer par la succession parce qu'il n'y a pas de personne qui est nommée sur la police d'assurance. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. C'est comme ça, quelqu'un qui n'est même pas héritier, qui n'est pas dans la famille, mais qui a une police d'assurance, qui est bénéficiaire d'une police d'assurance, va recevoir cet argent-là directement de la compagnie sur demande avec un petit formulaire à compléter qui est assez simple. Supposons qu'il n'y a pas de bénéficiaire désigné. Ça arrive des fois sur des polices d'assurance qu'on dit ça va aux héritiers légaux. C'est qui les héritiers légaux? À ce moment-là, ça va être les héritiers qui sont mentionnés dans le testament.
Bon, s'il n'y a pas de testament, on n'en trouve pas, il n'y a pas eu de testament holographe, pas de testament devant notaire, pas de testament devant témoin, à ce moment-là, c'est le Code civil qui décide qui hérite. Là, je ne vous rentrerai pas, je ne ferai pas une leçon de droit, mais dans la plupart des cas, si les parents décèdent, ce sont les enfants qui héritent. Entre mari et femme, s'il n'y a pas d'enfants, c'est le conjoint pour 2 tiers, 1 tiers aux parents du défunt. Si la personne est mariée, son conjoint est 2 tiers, 1 tiers, puis 2 tiers aux enfants. Ça change, il y a des proportions, dépendamment, puis après ça, on s'en va aux frères et sœurs, aux neveux et nièces. Là, c'est un cours de droit de plusieurs heures que je pourrais vous donner, puis je ne pense pas que c'est l'important pour aujourd'hui. Donc là, c'est de déterminer, en fait, c'est qui les héritiers. Présumant qu'on a un testament avec des héritiers, souvent dans le testament aussi, les testaments qui sont faits dans contemporains aujourd'hui, on a un liquidateur de la succession. Déjà, on disait exécuteur testamentaire. En 1995, on a changé le Code civil, ils ont changé le nom, c'est un liquidateur au lieu d'un exécuteur. Puis le liquidateur, sa responsabilité, ça ressemble beaucoup à ce que c'est que l'exécuteur faisait déjà, c'est de liquider la succession. Ça veut dire s'occuper de payer premièrement les dettes, c'est toujours la préoccupation du Code civil, que les dettes soient réglées en premier, puis ensuite que les biens soient distribués selon les volontés du testateur. Donc là, oui, je l'ai mentionné. Là, une fois qu'on sait que la succession est solvable, on décide de l'accepter. Là, le travail qu'il y a à faire, ça va être de faire la transmission des biens. Dans un testament, il peut y avoir des biens qui sont légués spécifiquement à quelqu'un. Je donne mon véhicule à mon neveu. Je donne mon chalet à mon frère, ainsi de suite. Puis je donne le résidu, ce qui reste, à mes enfants. Donc, les legs particuliers vont directement à la personne qui est mentionnée dans le testament. Puis, si c'est un immeuble, une propriété, là, il faut absolument qu'il y ait une transmission de cet immeuble-là qui soit fait devant notaire. Les autres transferts n'ont pas besoin d'être faits devant notaire, mais les transmissions d'immeubles, le Code civil exige que ce soit notarié. Donc, s'il y a un véhicule moteur qui est donné à un neveu, par exemple, le liquidateur va avoir la responsabilité de faire les transferts au bureau des véhicules moteurs pour que le véhicule soit mis au nom de l'héritier qui est mentionné dans le testament. Il y a aussi il faut que je mentionne que les dettes, parmi les dettes, c'est pour ça qu'il faut toujours garder en mémoire qu'une succession, ça ne se règle pas du jour au lendemain. C'est long. Les gens qui disent, ça se règle en dedans de 2 mois, c'est tout fini, là, c'est pas vrai, ça. Ça peut arriver, mais souvent, les gens, il y a des questions d'impôts à régler. Dépendamment, quand la personne meurt dans l'année, il faut régler ses impôts de l'année comme si quelqu'un meurt en janvier, février cette année 2013, ses impôts 2012, il fallait les faire pour le 30 avril, puis il faut faire un rapport d'impôt pour l'année en cours, qui s'arrête en fait au moment du décès de la personne. Sur les rapports d'impôt, puis ça, l'impôt, c'est la dette la plus dangereuse parce que là, dépendamment comment on connaît bien la famille ou les affaires de la personne qui est décédée, si la personne n'a pas fait de rapport d'impôt depuis 15 ans, on ne le sait peut-être pas. Donc, il faut vraiment faire le rapport d'impôt puis attendre l'avis de cotisation. L'avis de cotisation vient une fois que le ministère du Revenu fédéral ou provincial a fait l'examen du dossier, puis là, voit, oui, il y a un montant qui est dû ou il y a un montant qui revient à la succession. Une fois qu'on a l'avis de cotisation, puis ça peut prendre quelques mois parce que, malheureusement, pour les rapports d'impôt des personnes vivantes, ça se traite beaucoup plus rapidement. Il y a plus de fonctionnaires qui font ça au fédéral et au provincial que pour les successions. Ça prend toujours un petit peu plus de temps, puis poussez pas les fonctionnaires dans le dos, ça ira pas plus vite. On peut les appeler et dire, mais moi j'attends ça, c'est quand je vais avoir mon avis. Il faut être patient, il faut être très patient. Donc, une fois que l'avis de cotisation est émis, là, on dit, on peut souffler, on dit oui, c'est bien. Mais, il y a 2 autres documents qu'on devrait obtenir chaque fois qu'on règle une succession, c'est le certificat de décharge ou le permis de distribution de biens. Un est au fédéral, l'autre est au provincial. C'est que c'est le dernier document où là, le gouvernement vient mettre son nom sur une feuille pour dire oui, il n'y a plus d'impôts à payer, là, sauf s'il y a fraude, là. Mais là, ils s'engagent à plus jamais revenir avec des avis de cotisation parce qu'ils ont découvert quelque chose. C'est à eux autres de faire leur travail. Ces 2 permis-là, le permis de distribution et le certificat de décharge, on ne peut pas les demander avant d'avoir eu le dernier avis de cotisation. C'est long. Ça peut prendre du temps. C'est pour ça que je vous dis, une succession, on dit toujours c'est 1 an et demi à régler.
dépendamment de la fortune de la personne aussi. C'est sûr que si la personne a son appartement, un petit compte de banque avec 2000 pièces dedans, mais on ne parlera pas peut-être d'aller chercher des certificats de décharge. Mais ça, en fait, c'est la responsabilité du liquidateur de s'assurer justement que là, il peut faire la distribution des biens selon les volontés du testateur aux personnes qui héritent, puis qu'il y aura pas, lui ou elle n'aura pas comme responsabilité de retourner les voir et dire je m'excuse, je vous ai donné l'argent trop vite. Là, il faut m'en remettre parce qu'il faut que je paye ça ici au fédéral ou au provincial comme impôt. C'est bien important. Oui, aussi, il y a des incidences qui sont provoquées par le décès où il y a la prestation de décès qui vient de la Régie des rentes. Ça, ici, c'est une demande qui est faite pour demander au gouvernement d'émettre un montant, je pense que c'est 2500 toujours, pour les frais funéraires qui revient à la famille, qui revient en fait suite au décès de la personne. Il faut tenir en mémoire que la personne qui reçoit ce montant-là, c'est soit le liquidateur ou si c'est un héritier qui l'a payé, a payé les dettes, c'est taxable. Vous recevez le 2500, là, puis vont vous envoyer un beau petit T4, puis vous dire, bien, rajoutez ça à vos revenus, c'est taxable. Il y a aussi les fonds de pension, les pensions d'employeurs. Des fois, les gens sont à leur retraite, ils reçoivent encore une pension. Certaines de ces pensions-là peuvent être transférées à un bénéficiaire, dépendamment. Puis, je ne peux pas rentrer dans toute la panoplie de fonds de pension imaginables, parce qu'il y en a, il y en a. Puis, chaque fonds de pension a sa façon d'être administré. Ça, c'est en fait, souvent, c'est la famille qui s'en occupe. Le notaire n'intervient pas à ce niveau-là. Nous, on intervient où on doit, où on peut le faire pour la famille si on a ce besoin-là. Mais souvent, les gens en prennent une certaine responsabilité. C'est pas compliqué, ils appellent l'employeur. C'est rendu assez facilité par ces gens-là pour être capable de faire le transfert de ces fonds de pension-là. Si les placements, c'est des placements comme des REER ou bien des actions de compagnie. Suite, là, ça va générer un impact fiscal. C'est certain que le jour du décès de la personne, si ces REER sont transférés au conjoint, il n'y a pas d'impact parce que les REER vont être transférés dans les REER du conjoint survivant. Mais si ça va aux enfants, bien là, c'est certain que le gouvernement, quand les personnes ont pris leur REER, ils ont eu un avantage fiscal, bien, le gouvernement vient le récupérer au moment du décès. Je ne peux pas vous dire le montant, ça peut varier dépendamment, mais ça, c'est quand même aussi à toujours garder en mémoire que ça peut avoir une incidence assez importante. Puis pour les placements, ceux qui ont des portefeuilles d'actions de compagnie, j'ai acheté des actions belles toute ma vie, puis à un moment donné, ils sont divisés, j'en ai 500, 1000 actions, ça vaut tant. Mais là, il faut que le comptable vienne au moment du rapport d'impôt faire le calcul, parce qu'il y a eu un profit qui a été fait. L'action a été achetée à 10 pièces, elle vaut 100 pièces, bien, il y a un profit. Puis ça, c'est taxable. Comme ça fait partie aussi des dettes qui sont générées par le décès. Bon, une fois qu'on a fait le tour, puis on a tout ce que c'est qu'on est prêt à distribuer, on sait que les dettes sont payées, on sait qu'il y a des biens à distribuer, à ce moment-là, on fait le partage. On fait les legs particuliers, c'est les legs spécifiques, on les fait en premier. Ensuite, c'est le reste qui est divisé selon les proportions que le testateur a fait dans son testament. Là, on peut arriver à faire une proposition de partage. Parce que dans certains biens, des fois, que le liquidateur, bien là, disons qu'il n'y a pas de legs spécifique. Là, il y a un véhicule automobile, il y a une grosse télévision plasma de 75 pouces, il y a des meubles, il y a un chalet, il y a une maison. Là, tout le monde veut peut-être les mêmes objets ou les mêmes choses comme ça. Là, le liquidateur fait une proposition. Il dit, je vous propose de diviser ça de telle façon pour ce que dans le lot de chacun des héritiers, supposons qu'on a 3 héritiers, ils ont chacun leur 33 et 1/3% égal aux autres, soit en argent liquide, soit avec l'argent ou des biens ou seulement des biens. Comme ça, c'est le liquidateur qui fait sa proposition, qui demande aux gens, est-ce que vous acceptez ce partage-là? Souvent, les gens vont l'accepter. Le liquidateur peut aussi bien il a le pouvoir dans le testament, surtout le testament devant notaire, de liquider les biens, de tout vendre, puis après ça, de dire, je vous fais un chèque à chacun. Le chèque d'un héritage, ce que c'est qu'on reçoit dans un héritage, c'est pas taxable. Il y en a qui me disent, bien ça, j'ajoute ça à mes revenus. Non, 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 non. C'est à vous, c'est un cadeau qui vous est fait. Pour l'instant, c'est pas taxable, on ne sait pas. À un moment donné, le gouvernement pourra revenir parce qu'il y a déjà eu des impôts sur les successions. Puis le gouvernement, il cherche de l'argent tout le temps, là, comme ça. Je peux pas vous dire que c'est coulé dans le béton pour le prochain 50, 60 ans. C'est un peu le problème qu'on a.
Puis une fois que la proposition de partage est faite, le partage est fait, là, le liquidateur doit, en bout de ligne, à la fin, rendre compte de ce que c'est qu'il a fait comme administrateur de la succession. Il rend compte en disant, quand la personne est décédée, il y avait tel argent en banque, il y avait une propriété qui a fait vendre, il y avait des REER, on a payé les impôts sur le REER, il en reste tant. Là, il fait le tour de tout ce que c'est qu'il a administré. Puis, là, en faisant la délivrance, il va délivrer aux héritiers leur part dans la succession. Là, il va leur demander, est-ce que vous acceptez ma reddition de compte? Il rend son compte. Est-ce que vous l'acceptez? Puis si oui, bien là, allez-vous me libérer comme liquidateur. Parce que souvent, les liquidateurs, soit qu'ils sont bien aimés ou des fois, ils ne sont pas bien aimés parce que les gens s'y chialent beaucoup, ça va passer vite, en tout cas, il y a toutes sortes de choses. Mais le liquidateur, en bout de ligne, va vouloir être libéré de son administration pour dire maintenant, oui, pas que plusieurs années après, bien là, tu as vendu la maison pas assez cher, ça valait bien plus que ça. Comme ça, tu sais, on veut éviter que dans les années à venir, qu'il y ait eu d'autres possibilités pour les héritiers de re-questionner le liquidateur. C'est le temps de le faire quand on rend compte. Puis à ce moment-là, les héritiers reçoivent leurs biens, puis la succession est à peu près terminée, si on veut. Eh bien, c'est ce qui conclut la conférence de ce matin. Avez-vous appris des choses? On a appris beaucoup. Merci beaucoup à Maître Diane Bertel. Oui.